Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir dans mon podcast quelqu'un qui connaît la vente depuis l'intérieur. Plus de 15 ans à négocier des contrats, à gérer des objections et à parler d'argent quand ça compte vraiment. Il est sportif de haut niveau, père de 4 enfants, entrepreneur en Suisse depuis quelques temps et surtout quelqu'un qui a fait un choix que beaucoup rêvent sans jamais l'oser, quitter la sécurité du salariat pour vivre de son entreprise. Il aide aujourd'hui des entrepreneurs qui n'aiment pas vendre pour signer beaucoup plus facilement. Pas de trucs miracles, du réel, du vécu, du concret. Bienvenue à Fred Mola. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Fred Mola. Salut. Salut Fred. Donc nous, on se connaît déjà depuis un petit moment. On s'était contacté sur LinkedIn. Exactement. On avait pris un petit café dans la région du Chablais, là, puisqu'on n'est pas très loin au niveau géographique. D'ailleurs, tu es dans le bled dans lequel j'ai grandi, donc AB. Et puis ça, on en parlera un petit peu tout à l'heure. Concrètement, tu es qui, Fred? On te connaît parce que toi, tu sais faire la vente depuis l'intérieur, pas dans les livres. Donc toi, tu as plus de 15 ans de négociation de contrat derrière toi. Tu sais gérer les objections, tu sais parler d'argent quand ça compte vraiment. On t'a vu sur M6, on en parlera aussi tout à l'heure, et sur France 2. Ouais, Tu es un sportif de haut niveau à titre privé puisque tu es un volleyeur en Liga, c'est ça. qui est quand même le niveau le plus élevé qu'on a en Suisse. Exactement. Depuis aussi pas mal d'années. Tu as voulu raccrocher, mais on t'a rappelé. On t'a dit qu'on C'est avait ça. besoin de toi. Parce que là, si on voit pas, mais tu as quand même quelques têtes de plus que moi. T'es papa de 4 enfants. Ouais. On partage aussi un petit peu ça au niveau familial, puisque ta femme est aussi enseignante comme la mienne. Et puis, tu n'as que des garçons, alors que moi, j'ai que des filles. Donc, toi, c'est un peu plus de baston à la maison, puis moi, un peu plus de calme et de tirage de cheveux. Tu es un entrepreneur, puisque tu as pris une décision qui était incroyable Ouais. ces dernières semaines. On en parlera aussi. Et puis, tu as surtout fait justement ce fameux choix de quitter ce salariat pour maintenant te lancer directement. Mais ça fait quand même quelques années que tu fais du contenu. Ouais. Et tu pourras nous expliquer à quel moment ce déclic est venu de dire, OK, maintenant, je fais des vidéos, ça commence à payer, ça commence à avoir un peu une ampleur. Allez, je prends la décision, je me casse de mon job. Et puis, je prends les devants. Et puis, aujourd'hui, tu aides des entrepreneurs qui n'aiment pas vendre et tu les aides à signer plus facilement des deals et justement à trouver les bons prix sans forcément se renier ou baisser un petit peu la Ouais, qualité, c'est etc. ça. Donc, pas de blabla, pas de chichi avec toi, de la bonne technique. On va en parler maintenant. Merci Fred. Je vais te laisser peut-être te présenter à ton tour aussi et puis ajouter d'autres choses que j'ai peut-être pas, Ouais. eues, s'il te plaît. Merci beaucoup pour cette introduction. Merci pour l'invitation. C'est top. Ça Plaisir. fait un moment qu'on se suit, donc c'est un plaisir pour moi d'être là dans ce décor. Alors, effectivement, moi, c'est plus des t-shirts de volley habituellement, mais C'est cette vrai. ambiance, ça me parle bien. Tu as à peu près tout dit. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Je suis français d'origine. Ça fait 10 ans que je suis arrivé en Suisse. Je suis arrivé par le travail à l'époque. Et puis après, j'ai rencontré ma chérie qui, elle, est suisse. Donc, je suis resté ici. Et puis, du coup, on a eu nos enfants ici. Effectivement, salarié depuis plus de 15 ans dans les achats en entreprise. Donc, j'ai travaillé dans des grands noms type L'Oréal, Nestlé, donc des grosses négociations de contrats. Et puis, quand j'ai commencé à goûter à l'entrepreneuriat, à me dire j'aimerais bien faire ça, je cherchais la compétence que je pouvais vendre. Et la négo est venue assez facilement parce que c'est un truc qui, moi, je suis assez à l'aise avec la négociation et les gens dans mon entourage n'aiment pas ça du tout. Mhm. Et je me suis dit, c'est un truc qui touche l'argent. Il y a des gens qui ont des gros enjeux. Typiquement, acheter un bien immobilier, faire un crédit, il y a des grosses négos, faire des travaux et tout. Donc, j'ai commencé à faire du contenu là-dessus. Mais ça a pris du temps. Il y avait plein de trucs perso à côté. Justement, acheter un bien immobilier, Ouais. c'est plus dur quand tu es entrepreneur. Après, on a fait des travaux. Après, on a eu les enfants. Donc, il y avait toujours un peu une raison de décaler. Ouais. Et puis là, ces derniers temps, effectivement, donc ma démission date de quelques semaines. Je me lance à temps plein dans l'entrepreneuriat pour ce projet-là que je fais aujourd'hui. Et je suis forcément hyper content quand ça se concrétise après 6 ans. C'est hyper chouette. Donc avec plaisir pour répondre à toutes tes questions et puis surtout pouvoir aider potentiellement des gens qui nous regardent à mieux négocier ou mieux vendre. Justement, ça c'est intéressant. Déjà, félicitations. Parce Merci. qu'une décision comme celle-là, on la prend, quand on la prend, on est un peu comme ça. Et puis souvent, c'est ce que je dis, c'est pas forcément nous qui sommes comme ça, c'est l'entourage. Ouais. Donc, dis-moi un petit peu comment elle s'est faite cette décision. Qu'est-ce qui a fait et comment a réagi ton entourage, Ouais. ta femme, tes enfants, tes proches? Alors, ce qui est compliqué, c'est que moi, je viens pas du tout d'une famille d'entrepreneurs. Donc, Ok. et puis ça, je pense que ça marche un peu pour toutes les grandes décisions de notre vie. C'est que souvent, la décision qu'on va prendre, elle nous concerne nous, mais les gens autour comprennent pas. Donc, par exemple, moi, c'est pareil. Des fois, prendre la décision de continuer le volley en Liga, il y a plein de gens qui me disent attends, mais t'es grand, t'es vieux, t'as 4 enfants, t'habites loin, arrête. Ouais. Le fait de se lancer dans l'entrepreneuriat ou même de commencer à publier sur les réseaux,
ah mais pourquoi tu publies sur les réseaux, c'est n'importe quoi, t'es pas influenceur, arrête. Donc en fait, je trouve que dès que tu as une décision un peu courageuse, c'est rare que tu aies un entourage, en tout cas que tout le monde dans ton entourage a déjà fait ça. Et moi, pour l'entrepreneuriat, mes parents sont pas du tout entrepreneurs. Mon père, il est ingénieur plutôt assez technique. Ma mère, elle est enseignante, ancienne prof. Okay. Et puis mes frères et sœurs sont pas entrepreneurs, donc c'est pas un truc qui vient de ma famille. C'est pas famille. la fibre, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Et puis il y en a plein qui savent pas trop comment ça fonctionne. Et ma chérie, elle vient pas non plus du monde entrepreneurial. Elle a grandi à Nyon, donc au bord du lac, donc plutôt avec des gens très riches venant de familles entrepreneurs et tout. Okay. Et puis elle a vu le côté un peu bling-bling de l'entrepreneuriat, et puis tu vois ce que ça fait sur des enfants qui vivent avec des parents millionnaires ou trucs comme ça. Donc pour elle, l'entrepreneuriat, c'est un peu un truc, en tout cas l'entrepreneuriat à succès, c'est un truc qui est un peu réservé à une classe qui n'est pas la nôtre. Je sais pas comment, pas négativement, mais voilà. Ouais, mais elle voit peut-être aussi pas forcément ce côté négatif, mais ce côté qui peut vite prendre le dessus sur la vie de famille, etc. Alors que vous avez une vie de famille qui est stable. Exactement. C'est peut-être ça, l'instabilité, en fait, peut-être. Et puis, à côté stabilité financière, elle a été maman célibataire pendant des années avant que je la rencontre, où on s'est installés ensemble. Elle a grandi avec son garçon pendant des années où elle devait gagner l'argent toute seule, donc cumuler les jobs. Et donc, la stabilité financière, c'est un truc qui est assez, qui peut faire un peu peur. Et puis, l'entrepreneuriat, c'est ça, c'est que d'un coup, tu passes du salaire qui tombe tous les mois, le 25, tout va bien, tu cotises pour ta retraite et c'est nickel, tout le monde est rassuré, la banque et tout ça, c'est un peu l'inconnu, tu sais pas, est-ce que tu fais une entreprise individuelle, une SARL, combien tu te payes, comment. Donc, et puis cette je dirais, imprévisibilité complète sur les revenus. Puis comme en plus, moi, c'est sur les réseaux beaucoup, tu as l'impression que oui, si tes posts et tes vidéos, elles marchent, ça va marcher. Et puis si tu fais que des fours, tu vas signer personne. Donc cette décision, elle est venue tranquillement. Il y a eu plein de fois où, en gros, je l'ai un peu décalé en me disant, aujourd'hui, il y a la décision de, par exemple, acheter une maison ou me lancer à temps plein. Et puis je me suis dit, c'est peut-être un peu tôt pour me lancer. Vaut mieux sécuriser la maison parce que le CDI, ça fonctionne mieux quand on veut emprunter et tout. Donc là, j'ai décalé. Après, il y a eu les enfants et tout ça. Puis à chaque fois, c'était bon. Est-ce qu'on fait un nouvel enfant ou je me lance? Ok, c'est quand même cool d'avoir des enfants. Donc voilà. Et puis là, ces derniers temps, je sentais que ça prenait bien. Je sentais qu'il y avait j'avais beaucoup de demandes entrantes. Et puis que surtout je me sentais à ma place dans ce que je faisais. C'est-à-dire que je communiquais facilement. Les clients avec qui je bossais, ça se passait bien. J'arrivais à facturer assez cher. Et donc, tout l'un dans l'autre, il y a un moment où je me suis dit, c'est le bon moment. Ouais, j'arrive plus à cumuler les deux. Là, j'ai un job à 80% qui me prend beaucoup de temps et ce truc-là à côté, et les enfants, et le volet. Et à un moment, je me suis dit, je pourrais plus tout assurer. Et donc, il y a eu en début d'année, là, 2-3 planètes qui se sont alignées, un gros client qui m'a confirmé 2-3 mois de mandat. Ouais, c'est ça, de mandat tranquille. Donc, je me suis dit, il y a peu de risques. Et puis, je sens qu'il y a une bonne attractivité, une bonne traction sur mes contenus en ce moment. Donc, tu as envie de surfer là-dessus. Donc, voilà. Mais justement, est-ce que c'est une décision qui vient tout d'un coup sur un déclic pour toi, de se lancer dans l'entrepreneuriat, ou est-ce que c'est un travail de longtemps qui commence maintenant à dire payer les fruits, puis tu dis ok, maintenant c'est bon, j'y vais? Comment ça s'est vraiment passé là? Ouais, c'est vraiment plutôt un travail de longue haleine, parce que du coup, dès le début, quand j'ai lancé ce projet, donc moi j'ai lancé ma chaîne YouTube en mars 2020, et le but c'était de vraiment à terme en vivre, mais je savais pas trop encore comment ça allait se passer, tu vois. À la base, je me disais ok, je fais des vidéos, je récupère des mails, je lance une formation et je vends ma formation, et je pars sur ce modèle de vendeur de formation. Ça n'a pas du tout marché comme ça. Mais t'as tenté. J'ai tenté, mais déjà pendant 1 an, j'ai pas du tout eu de clients. Puis après, j'ai fait une petite formation, mais en gros, j'avais un peu, je pense, peur de vendre et tout ça. Mais il y avait quand même, dès le départ, il y avait quand même cette volonté de un jour en vivre. Tu vois, j'ai pas juste fait un truc sur, je sais pas, une passion que j'avais, une chaîne YouTube sur le volet, par exemple. Donc ton objectif final, c'était quand même d'en vivre. C'est ça. Mais tu savais pas à quel moment tu allais réussir. Je savais pas à quel moment. T'as rien lâché. Non, et puis c'est surtout que si j'avais fait ça à l'époque où j'avais 20 ans, tu vis chez tes parents, t'as besoin de 1000 balles par mois pour vivre et tout, t'es tranquille. Quand t'es en Suisse, que t'as des enfants, que t'as une maison et que tu dois un peu assurer, tu peux pas lâcher ton job le jour où tu gagnes 2000 balles par mois. Donc il faut quand même un peu stabiliser. Donc voilà, ça a vraiment pris longtemps. Et puis là, je dirais cette dernière année, les 2 dernières années ont été plutôt bonnes. C'est-à-dire que j'ai réussi à dégager quand même un bon paquet d'argent à côté de mon job salarié. Et donc, du coup, ça veut dire en travaillant une journée par semaine, plus les soirs, les week-ends, les trajets de train et tout ça. Donc, je me suis dit, si d'un coup, je passe à temps plein dessus, il y a quand même de grandes chances que ça puisse bien se passer, quoi. C'est quoi longtemps
Combien de temps ça fait? Rappelle-nous quand même combien de temps ça fait que tu fais des vidéos, que tu fais ces négociations, que Ça t'accompagnes? fait 6 ans, quoi. Ça va quand faire même, hein. 6 ans. Donc, et puis 6 ans, et puis je dirais ces 3 dernières années vraiment intenses, parce que du coup, avant, je travaillais dans un cabinet de conseil où c'était très intense, le conseil, beaucoup de déplacements et tout ça. Quand mon avant-dernier fils est né, j'ai switché sur un job un peu plus tranquille, dans un grand nom en Suisse, dans les marchés publics, donc vraiment une entreprise plutôt pas fonctionnaire, mais tu vois, où le soir, tu plies ton ordi à 17h30, tu es tranquille, on va pas venir tu vas t'appeler à 23h pour un devis à faire pour le lendemain. Donc j'ai déjà changé ça pour justement me consacrer à la famille, le volet et puis le projet entrepreneurial. Mais du coup, depuis 3 ans, j'avais quand même un petit peu accéléré. Et puis là, ça fait 1 an où sur LinkedIn, je suis quand même très, très actif. Donc ouais, mais c'est tous les jours des posts, tous les jours des... C'est ça. Puis c'est beaucoup de montagnes russes. Ouais. Parce que tout d'un coup, pendant 3 mois, tu as l'impression d'être le roi du monde. Puis après, 3 mois d'après, il n'y a personne qui regarde tes vidéos. Et puis y a personne. Par contre, tu as déjà eu envie d'abandonner? Il n'y a pas eu un moment donné où tu t'es dit, ouais, bon, stop, là, c'est bon, ça fait 3 mois. Si, un petit peu. Surtout, je dirais surtout au début, parce que tu as envie que ça aille vite, en fait. C'est-à-dire que tu as envie que ça marche vite. T'es impatient. Ouais, c'est ça. Ouais. T'es impatient. Mais ça, je trouve que dans n'importe quel grand projet que tu fais dans ta vie, tu peux, tu vois, quand ça prend plus de temps que prévu, tu peux avoir envie d'abandonner. Moi, quand j'ai acheté ma maison, par exemple, on pensait que ça allait vite. Et en fait, on a dû visiter peut-être 30 maisons. Ça a duré presque 1 an. Et en fait, au bout d'un moment, forcément, tu te décourages parce que tu as l'impression que ça va aller vite. Donc moi, dans ma tête, c'était je lance ma chaîne YouTube. 3 mois après, je commence à faire une formation. 6 mois après, je gagne 10 000 par mois. Et 1 an après, c'est bon, je suis le roi du pétrole. Tu vois. Et en fait, c'est très compliqué. Après, tu peux éventuellement te faire aider des fois par des gens, mais suivant le prestataire que tu prends, ça marche plus ou moins bien. Donc, ça peut un peu te dégoûter de certains trucs. Donc, mais je me suis toujours dit, en gros, je me promets de pas lâcher tant que ça va pas péter. Donc, ça, c'est vraiment le truc que je me suis dit, tant que ça va pas péter, je lâche pas, j'écoute pas les gens qui me disent arrête tes trucs et tout, voilà. Et je continue avec plus ou moins d'intensité parce que forcément, tu as un moment, tu vois, quand mon dernier est né, ton 4e enfant, je peux te dire que pendant 1 mois, j'ai vraiment pas touché terre. C'est chaud. Voilà, tu as vraiment du mal. Mais je fais quand même des petites actions, je fais quand même des petits trucs et tout. Et puis j'ai la chance d'avoir une chérie qui est aussi, comme elle est enseignante, elle est habituée à travailler le soir. Donc tu vois, ça la choque pas que le soir, je rouvre l'ordi pour bosser un peu sur des vidéos et tout. Si j'avais quelqu'un qui était, qui tenait à ce qu'on regarde bien un film tous les mardis, qu'on fasse un jeu de société tous les jeudis, peut-être elle comprendrait moins. Il y a un bel équilibre quand même, mine de rien. Ça va. Et donc puis maintenant, tu dois retrouver un équilibre maintenant. C'est ça. Maintenant, moi, je vais devoir. Surtout, je vais retrouver des soirées, je vais retrouver du temps un peu, du temps différemment. Mais oui, et puis c'est important de. Je pense que c'est important de discuter aussi avec des gens qui ont déjà fait ça. Ça permet aussi de... Tu vois, il y a des gens qui peuvent te dire, écoute, par exemple, YouTube, peuvent te dire, YouTube, ça marche pas en 6 mois. YouTube, c'est 3, 4, 5 ans, des fois, ça prend du temps. Oui, il y a des anomalies, des chaînes qui pètent au bout de 3 vidéos, mais c'est rare. Et c'est normal de... En fait, il faut accepter de le faire sur le long terme. Mais ça peut quand même porter ses fruits même après. Donc non, il ne faut pas... parce que tu as une belle communauté quand même sur YouTube. Hein. Depuis toutes ces années. Là, presque 25 000 personnes. Là. C'est la classe, bon, après, tu fais encore des vidéos des fois qui foirent, mais tu vois, là, j'ai fait 2 belles vidéos qui ont bien marché, 150 000 vues, 35 000 vues, puis la dernière, elle a peiné à faire 1000 vues. Bon, voilà, tu passes à chaque fois le même temps, puis tu fais même pas 1000 vues sur une vidéo, donc ça peut... T'es jamais à l'abri, quoi. Je crois que de toute façon, les algorithmes, c'est impossible de les comprendre. Non. Hein? Je sais pas toi ce que tu ressens, mais des fois, c'est presque frustrant, quoi. En fait, pour moi, faut comprendre un peu comment ça... Faut comprendre les codes, tu vois, les codes de chaque réseau social et tout. Et après, faut faire un contenu dont tu es fier, où tu te dis, OK, je pense que j'ai fait le max, tu vois, j'ai fait les recherches qu'il fallait bien, j'ai fait les trucs qui étaient intéressants pour ma vidéo et tout ça. Je suis content du contenu, je le poste. Et puis, voilà, il y a des erreurs à éviter, tu vois, pas faire une introduction de 3 minutes au début de ta vidéo, parce que sinon tout le monde se casse. Faut éventuellement faire des boucles un peu ouvertes, t'annonces un truc un peu sexy au début, puis tu le résous qu'à la fin, des trucs comme ça. Faut accrocher avec, par exemple, un angle que les gens n'ont jamais vu. Tu vois, moi, j'ai fait une vidéo sur Omar Sy. Il y avait plein de vidéos qui existaient sur Omar Sy, sur ses films, ces trucs comme ça. On a pris un angle un peu différent. Et puis, c'est cet angle-là qui a fait que ça a bien marché. Donc, faut toujours un peu se creuser l'esprit. Pareil, puis se mettre dans la tête de l'autre un peu, de dire, OK, l'autre qui voit passer ma vidéo, qu'est-ce qui va lui donner envie de cliquer sur celle-là plutôt que celle de MrBeast qui voit à côté. Peut-être qu'il y a, tu vois, un truc différent à faire. Ça, c'est sur LinkedIn, sur Insta, sur tout, quoi. Moi, je crois que de toute façon, le paramètre numéro 1, c'est de prendre du plaisir. Je crois que tu en prends pas mal. Hein. Moi, j'adore, j'adore. Après, j'aimerais que les journées soient plus longues, clairement. Mais non, j'ai un vrai plaisir. YouTube, c'est un réseau social que moi, je consomme beaucoup. Que je consommais beaucoup, maintenant, un peu moins. Mais
Mais du coup, c'est pour ça que j'avais voulu me lancer là-dedans. Tu regardais quoi? Beaucoup de podcasts, beaucoup de vidéos sur YouTube ou bien c'était quoi? Ouais, Principalement, c'était quoi qui t'intéressait le plus? J'aimais beaucoup des vidéos d'un New-Yorkais qui s'appelle Casey Neistat qui fait des vidéos un peu, c'est un gars avec des lunettes de soleil, des vlogs un peu à New York, Ok. hyper connu et très fort dans le storytelling, comment raconter des histoires, comment partir de la fin pour remonter le truc. Donc lui, pendant longtemps, je regardais ça. Ok. Après, ouais, pas mal de podcasts d'entrepreneuriat, mais après, je regarde des vidéos. Il y a certaines chaînes qui font des enquêtes sur, je sais pas, il y a une chaîne qui s'appelle Micode, par exemple, qui décrypte des hameçonnages sur Internet, des trucs comme ça. C'est truc, tu te cliques, tu te dis, je vais regarder 3 minutes. Et en fait, ça dure 52 minutes, le truc, tu regardes d'une traite parce que c'est tellement bien raconté, bien monté, bien. Il y a vraiment des chaînes qui sont incroyables. Puis du coup, moi, aujourd'hui, j'aime bien regarder ça, pas pour m'inspirer parce que tu vois, je peux pas copier le format parce que dans ma thématique, ça marche pas. Mais plutôt pour me dire, OK, bah, qu'est-ce que c'est dans son truc qui m'a plu, dans son titre, dans sa miniature, dans son. Donc. Bon, je crois que toi, typiquement, tu as commencé depuis 6 ans. Ouais. Tu as toujours parlé de négoce. Ouais. Et puis maintenant, tu as changé un peu d'angle. C'est toujours ton métier, c'est toujours ce que tu aimes faire, mais c'est juste d'une autre manière. Explique-moi un petit peu exactement comment tu es arrivé à ce changement radical. Et puis, enfin, c'est pas radical parce que c'est plutôt le nom qui est Non, mais changé. ça peut choquer un peu les gens parce que du coup, pendant très longtemps, j'étais affilié comme le négociateur, le mec qui négocie, le mec qui parle de négociation. Et là, ces derniers temps, depuis 6 mois, j'ai plus switché sur la partie vente. Donc, en gros, j'aide les gens à signer plus de clients. Ouais. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que la négociation, les gens, tu te réveilles pas un matin en te disant, il faut que je devienne meilleur en négociation. Sauf si, je sais pas, tu es acheteur immobilier, que tu en achètes 2 par mois et tu te dis, bon, je suis pas bon pour cette partie-là, il faudrait que je me forme. Mais sinon, c'est rare que les gens se disent, je veux me former en négociation. Et moi, j'avais très souvent des gens qui me disaient, j'aime bien ce que tu fais, j'aime bien tes contenus, mais je négocie jamais, j'ai pas de négo et tout. Et même des fois, des chefs d'entreprise qui avaient 4 ou 5 salariés qui signaient des contrats me disaient, je négocie jamais. Donc, tu vois, dans leur tête, parce qu'en plus, tu as ce côté mal vu de la négociation. Tu vois, la négociation, c'est un peu le radin, le marchand de machin, tapis, le gars dans les souks et tout ça. Il y a pas le côté noble de la négociation est un peu moins mis en avant. Donc du coup, moi, j'avais beaucoup de gens qui me disaient, j'aime bien, mais j'ai pas besoin de tes services parce que je négocie pas. Et puis j'ai fait, il y a pas très longtemps, un programme avec d'autres entrepreneurs sur LinkedIn. Ok. C'est quoi une sorte de... Un bootcamp, tu vois, sur comment gagner de l'argent grâce à LinkedIn. Et puis du coup, tu parles avec plein d'autres gens qui sont sur LinkedIn et donc qui sont surtout habitués à comment packager ses services et tout. Et puis en gros, j'ai commencé à dire, bah, ok, je fais ça, mais on m'a dit, négociation, ça marche pas, personne, ça intéresse personne. Mais en gros, ça sert à quoi? Et puis en réfléchissant, je me suis dit, bah, en fait, les gens, ils prennent confiance dans leurs offres, ils arrivent à défendre leur prix, ils gèrent mieux les objections de leur. Et puis en fait, au bout d'un moment, tout ça, ça a amené sur, bah ouais, en fait, tu vas les aider à vendre leurs produits. Et en fait, je me suis dit, oui, la plupart des clients que j'ai jusqu'à maintenant, c'est des gens qui ont besoin de vendre. Et moi, j'étais là en mode, je vais vous aider à négocier vos contrats que vous allez signer. Mais maintenant, c'est aussi, bah, quelle cible tu vas prendre, quel positionnement tu vas prendre, quel prix tu vas mettre sur tes offres. Et puis, bien sûr, le jour où tu vas devoir signer le contrat, qu'est-ce que tu mets comme condition, qu'est-ce que tu mets pas, comment tu réponds à quelqu'un qui te dit c'est trop cher, comment tu réponds à quelqu'un qui te dit je suis pas intéressé aujourd'hui. Donc, voilà, donc j'ai switché là-dessus. Et du coup, ça a fait la le changement direct. Bah parce qu'en fait, aujourd'hui, à l'époque, je galérais à trouver des gens qui étaient intéressés. Et en fait, aujourd'hui, des gens qui n'aiment pas vendre, il y en a plein, en fait. Tout le monde, en fait. Il y a plein de gens. Et justement, quand tu es entrepreneur, au début, la première chose que tu dois faire, c'est monnayer. Donc, tu te dis, OK, comment je fais rentrer de l'argent? Mais il y a plus de 90% des entrepreneurs qui ne savent pas quel prix mettre. Et ils ne savent pas quel prix, et puis ça leur fait peur. Et exact. Et en fait, moi, aujourd'hui, j'ai beaucoup de gens qui sont très compétents, très pros, tu vois, des experts de leur domaine et tout. Donc, ils savent, par exemple, ils sont excellents en marketing. Mais par contre, comment vendre leur excellence en marketing, tu vois, ils savent pas la packager, ils savent pas à qui parler, ils se disent, OK, bah, en gros, le marketing, ça sert à tout le monde, mais tu dois pas parler à tout le monde, tu dois quand même parler à une cible un peu plus précise. Donc, est-ce que tu fais du marketing pour les indépendants, pour les grands groupes? Est-ce que tu fais du marketing pour les associations? Et en fait, il faut quand même se spécialiser un peu. Et du coup, moi, maintenant, bah, avec les 6 ans d'expérience où j'ai beaucoup vendu, et puis bah, mes 15 ans d'expérience de négociation, contrat et tout, bah, je les accompagne pour dire bah, on part de ce que tu fais aujourd'hui, des offres que tu as peut-être déjà vendues, et puis on va construire une nouvelle façon de vendre. Et puis ça marche bien, quoi. Il y a plein de contrats où les gens avec qui je bosse ont des super résultats, donc c'est top. Mais justement, c'est quoi la plus grosse erreur qu'ils font les entrepreneurs quand ils doivent donner leur prix, à ton avis? L'erreur que tu vois le plus souvent? Bah, en général, ils ont tendance peut-être à un peu sous-évaluer. Donc, tu vois, en fait, ils sont un peu, des fois, dans le syndrome de l'imposteur. Tu vas te dire, mais non, mais les gens vont pas. En fait, ils vont jamais payer ça. En fait, on n'est pas à l'aise de demander de l'argent pour un truc qui nous semble facile. Tu vois. Toi, tu es hyper fort en financement hypothécaire. Tu pourrais filer des conseils gratuitement à tout le monde parce que ça te passionne.
Mais du coup, peut-être que des gens, si tu leur fais gagner 10 000, bah, ils seraient prêts à te payer 2 000 pour ça. Mais il y a plein de gens qui se disent non, mais attends, mais moi, c'est normal, c'est mon cœur de métier et tout. Et je trouve que c'est ça qui est dur, c'est de monétiser un truc pour lequel on le fait naturellement, on le fait facilement. Mais je le vois à tous les échelles. Tu vois, j'ai ma sœur qui est physio, elle veut faire un peu des petits trucs, des fois des cours de sport, des trucs comme ça. Elle a beaucoup de mal à se dire est-ce que je vends ça elle est en France, donc est-ce que c'est 10 euros, est-ce que c'est 12 euros, est-ce que c'est 30 euros. Alors que si tu packages ça en disant bah, grâce à mes cours, je sais pas, je te fais perdre 5 kilos en 3 mois, bah, y a plein de gens qui seraient prêts à payer tout 2000 le monde balles pour perdre 5 kilos en 3 mois et avoir un coach sur mesure. Tu vois. Et donc après, c'est un peu comment tu rends un peu sexy le produit, les bonus que tu mets dedans et tout ça, sachant qu'à la fin, c'est toujours la même expertise. Tu vois. Et souvent, les gens, ils ont tout en eux, mais ils savent pas mettre le beau paquet cadeau, le truc bien l'amener, puis comment le présenter. Il y a aussi beaucoup les objections. Ouais. Je réfléchis, je signe. Comment tu fais pour... si je te dis, ouais, moi, mes clients, ils sont toujours là à dire, ouais, je réfléchis, j'attends. Ouais. Comment est-ce que tu peux contrer ça? C'est dur, non? Bah alors, c'est dur, mais ça se travaille, c'est ça qui est bien. Moi, le truc que je dis toujours, même par rapport à la négociation et les objections et tout ça, c'est le mieux, c'est de se préparer. Donc, c'est de se dire, OK, je vais voir monsieur et madame Untel, ça fait 3 fois qu'on se voit. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, OK, quel âge ils ont? Est-ce qu'ils ont déjà acheté ou pas? Est-ce qu'ils ont des enfants? Est-ce qu'ils sont bientôt à la retraite? En gros, ça va être quoi leur... Puis, en fait, le principe, c'est toujours se dire... Qu'est-ce qu'ils achèteraient? Et puis, qu'est-ce qu'ils ont dans leur tête, surtout? En fait, c'est quoi leur situation à eux aujourd'hui? Parce que, tu vois, quand ils te disent « je dois réfléchir », c'est pas salut Albert, je crois pas en ton produit, je crois pas en toi ». C'est juste, moi, dans ma vie aujourd'hui, j'ai pas assez confiance ou je suis pas assez rassuré pour me dire « je vais bosser avec Albert ». Donc, en fait, il faut réfléchir à « OK, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils ont peut-être un enfant aux études? Donc, on doit les rassurer sur le fait qu'on va pas toucher à l'argent du gamin pour les études. Est-ce que c'est... ça leur fait peur l'immobilier parce qu'ils ils viennent pas de Suisse et puis ils se disent avec le permis, si j'ai un permis B, un permis C, est-ce que vraiment je peux acheter de l'immobilier? Donc, en fait, c'est toujours se dire, les objections, c'est se dire, la personne qui est en face de moi, qu'est-ce qu'elle a dans sa tête à ce moment-là? Toujours se dire qu'aussi l'objection, elle est valide. Tu vois, faut jamais essayer de dire non, vous avez tort de penser ça. C'est toujours OK, je comprends, c'est normal. Et puis du coup, derrière, se dire qu'est-ce que je peux lui dire pour la rassurer. Donc moi, à chaque fois, je dis aux gens, prépare ton rendez-vous en te disant c'est quoi les objections principales que la personne va me sortir. Et puis en général, tu en as 10-15 qui reviennent tout le temps. Tu vois, j'ai pas le temps, c'est pas le bon moment, c'est trop cher, j'ai pas le budget, je dois demander à mon mari, j'ai déjà un autre prestataire. Voilà. Chaque objection, tu te dis on va faire une parade à côté. Donc en gros, comment je réponds à cette objection-là? Et puis éventuellement, tu peux réfléchir à des concessions ou de contreparties que tu peux faire pour simplifier. Donc par exemple, moi dans mon cas, le truc de j'ai pas le budget, c'est bah ok, est-ce que par exemple si je te fais un paiement en 2 fois, ça te facilite la donne? Ou pendant un moment, je faisais un acompte et du variable après si la prestation était bonne. Si c'était des gens qui me disaient je sais pas si tu es la bonne personne pour moi, je te disais bah, si tu veux, je peux t'envoyer 5 témoignages clients qui étaient exactement dans ta situation, qui ont travaillé avec moi pour que tu te rends compte un petit peu, voire même des fois je dis je peux t'envoyer leur numéro de téléphone, tu peux les appeler de ma part pour savoir et tout. Et en fait à chaque fois c'est de se dire bah, mais sans les forcer, tu vois. Moi, c'est pas de dire OK, non, mais en plus, tu et tout. as mis de l'importance sur l'objection. Ouais, parce que la personne, elle se dit ah ouais, il a compris ce que je voulais, il a compris pourquoi j'avais peur. Comment est-ce qu'il a trouvé la solution peut-être pour m'enlever cette peur? Donc des fois, c'est bien aussi de et en fait, très souvent, déjà, une objection, c'est... Moi, je dis c'est un peu un cadeau. Tu vois, la personne, elle pourrait te dire non, c'est bon, merci, au revoir, tu vois, et de finir le rendez-vous, raccrocher et tout. Si elle te donne une objection, c'est que déjà, elle te donne un indice de écoute, ça m'intéresse, mais pour info, il me manque ça pour aller signer, tu vois. Et donc, ce truc-là, c'est pour ça que je dis qu'il faut toujours valider, il ne faut pas chercher à aller contre la personne. Faut pas chercher à justifier non plus, tu vois. Si on te dit c'est trop cher ton service, faut pas dire bah non mais écoutez parce que moi j'ai 3 salariés qui sont payés à tant de l'heure et puis du coup non ça marche. Tu vois, c'est comme si tu justifiais tes prix. Faut pas juste aussi baisser ton prix ou changer ton service sans rien faire en échange. Moi je dis toujours pas de concession sans contrepartie, c'est que si tu fais un effort, bah il faut qu'il y ait un autre effort de l'autre côté. Donc parce que sinon ça veut dire que ton premier prix était pas bon ou bizarre. Donc, et après, tu peux toujours trouver quelque chose. Après, voilà, si la personne, elle te dit je suis endetté, interdit bancaire depuis 10 ans. Bon, et tout, bon, bah écoutez, c'est pas. Mais du coup, tu as fait un mauvais ciblage à la base, que tu n'aurais peut-être jamais dû parler à cette personne, tu vois. Mais bon, après, tu auras appris quand même. Tu auras perdu un peu de temps. Mais ce qui est intéressant, c'est que les objections, moi, quand je travaille même avec des entreprises qui ont régulièrement des objections et tout, c'est que je leur dis faites-vous un espèce de cahier des objections. Et vous allez voir que c'est un peu toujours les mêmes qui reviennent. Et du coup, ayez un peu des façons de les traiter identiques. Et puis même voir... C'est de la préparation, en fait. Tout le temps. Et puis même aussi de se dire, tiens, 2 fois, cette objection de j'ai pas le budget, grâce aux modalités de paiement, on l'a levée. Et ben, est-ce que c'est pas un truc que tout de suite,
Au lieu d'attendre l'objection, tu On peux la la lever en propose. disant écoutez, je sais que c'est un investissement, je sais que c'est un certain budget. Si jamais, on peut vous proposer des modalités de paiement. Et du coup, en fait, L'objection, avant elle vient même pas. en fait, tu l'as dit avant lui. Ouais. Tu sais. C'est comme si tu jouais aux cartes et tu jouais avant. Il peut plus dire c'est trop cher. C'est Je viens de le stylé. dire. Donc, Ouais, c'est pas mal. Ouais. Et donc ça marche bien. Et du coup, après, moi, ce qui est marrant, c'est que les gens avec qui je discute pour bosser avec moi, ils voient en direct comment je discute avec eux. Et après, ils disent, mais en fait, Fred, je veux que tu m'apprennes à faire ce que tu fais pour que moi, j'aille le faire avec mes clients. Donc, en fait, et puis voilà, je ne fais que raconter ce que je fais. Sur les réseaux, après, je raconte comment j'ai signé des gens. Donc, du coup, ça m'amène des gens. Et puis, il y a ce truc de très positif, quoi. Toi qui nous regardes aujourd'hui, si tu as des questions sérieuses ou un projet en cours, n'hésite pas, fonce, c'est le moment. Tu trouveras tous les liens en bas de cette vidéo pour poser des questions et on va te répondre très rapidement. Alors maintenant, c'est à ton tour, passe à l'action. Comment ça s'est arrivé cette opportunité? M6 qui prend contact avec toi, donc tu es passé dans une émission sur M6 sur la négociation, Exactement. si j'ai bien compris. Et il y a France 2 au journal de 20h où tu as un petit passage aussi. Explique-nous un petit peu comment c'est arrivé ces opportunités. Alors, truc de dingue, je vais en faire une vidéo d'ailleurs prochainement sur ma chaîne par rapport à M6 parce que du coup c'est un message LinkedIn de quelqu'un qui me contacte. Bonjour, je travaille pour M6, on cherche des gens pour une émission qui s'appelle Les pros du deal ou un truc comme ça. Votre profil nous a plu, est-ce qu'on peut se parler? Et donc on échange et le gars me dit, c'est l'émission Un jour un doc, que je connais pas, c'est un truc qui passe l'après-midi, très orienté consommateur, des profils un peu de personnes un peu différents et tout. Et voilà, il me dit, on voudrait faire un reportage sur vous. Cool. Trop bien et tout. Il me dit qu'il m'a découvert sur ma chaîne YouTube avec une vieille vidéo. Et il me dit, on va se retrouver. C'est une vieille vidéo de plusieurs années en arrière que ça tournait en plus. C'est même pas dire que c'est la dernière. Non. Une vieille vidéo et en plus une vidéo où j'avais raté une négociation. Ah ouais. En gros, j'avais un gars qui m'avait dit est-ce que tu pourrais négocier. J'avais proposé de négocier pour lui et qui me paye sur le résultat de la négo. Et j'avais raté la négo parce qu'en fait, il voulait acheter un camping-car méga stylé. Puis je m'étais pas rendu compte que le truc était très à la mode, que tout le monde voulait l'acheter. Donc j'avais raté la négo. Mais il a découvert avec cette vidéo-là. Et du coup, il me dit on va se retrouver, c'est 2 jours de tournage, on va venir avec une équipe et tout. Donc vraiment le truc. Et effectivement, pour avoir 15 minutes de reportage à peu près à l'écran, tu as 7-8 séquences, tu as 3-4 heures de rush. Donc on a imaginé, après il m'a dit le but c'est de montrer comment tu négocies dans la vraie vie, donc que ce soit utile pour les gens. Donc moi j'allais à Dijon quelques jours après, donc j'ai dit on va se retrouver à Dijon chez ma mère, comme ça ce sera en France, parce que la Suisse aussi ça aurait fait bizarre de faire ça en Suisse pour une émission française. Donc on s'est retrouvé à Dijon et puis il m'a dit est-ce que tu as des sujets en ce moment que tu pourrais négocier ou on pourrait te suivre? Et puis du coup j'ai trouvé des exemples et tout, donc voilà, on a passé 2 jours à Dijon à tourner. Et puis, hyper stylé. Non, incroyable. Et puis, c'était marrant. Ma mère a accepté de témoigner. J'avais un de mes enfants avec moi. Donc très, très drôle. Après, ça n'a pas ramené non plus une visibilité de dingue. Mais c'est marrant. Tu peux faire des posts LinkedIn de je suis passé sur M6, j'ai tourné sur M6. Un jour, tu vois une caméra grosse comme ça et tout. Donc, non, ça, c'était drôle. Et puis, France 2, pareil. Sur Insta, elle m'a contacté pour le coup. Mon compte Insta a, je pense, 120 peut-être 200 abonnés, tu vois. Je suis pas du tout actif sur Insta, mais il faut que je m'y mette parce que c'est quand même le canal. Il y a plein de gens qui contactent via Insta en tout cas. Et elle, pareil, elle a trouvé une vidéo de moi sur YouTube et elle m'a contacté parce qu'elle faisait un reportage pour France 2, pour le JT de France 2 et un truc sur la négociation. Elle a vu ma vidéo, elle m'a contacté et on s'est appelé et en fait ils voulaient tourner l'après-midi même, mais moi je leur ai dit je suis en Suisse, il me faut 6-7 heures pour arriver. Tu t'en dis quoi à Paris cet après-midi 15h? C'est exactement ça. Ils voulaient tourner à Paris, j'ai dit mais moi je suis en Suisse, donc finalement ils ont trouvé un autre coach un peu vente négociation pour faire une séquence. Ils ont fait une séquence où ils sont allés dans un magasin pour montrer qu'on pouvait négocier. Donc si j'avais été à Paris et dispo, j'aurais pu être dans cette séquence là où j'étais. Mais du coup elle m'a dit est-ce que je peux quand même passer un petit extrait, parce qu'elle a dit il y a des coachs en négociation qui parlent de leurs produits sur les réseaux, puis donc ça c'était juste marrant parce que notamment des amis à mes parents, plutôt la génération du dessus, mais qui ont écrit à mes parents en disant mais je crois que j'ai vu ton fils sur France 2 et tout. C'est pas mal. Donc voilà, c'était 3-4 secondes, mais voilà. Et puis ça s'est surtout passé c'était tout en janvier, donc c'était assez marrant ce côté. Donc beau début d'année pour toi, quoi. Ouais, non, très très bon début d'année. Il y a un truc qui est hyper difficile, je trouve, c'est les commentaires. Ouais. Comment tu les gères? Déjà, est-ce que tu réponds à tous les commentaires? Et comment tu réponds un peu aux, pas haters, parce que je pense qu'on n'a pas assez de followers pour dire qu'on a des haters. Si, moi j'en ai des costauds. Ouais. Ah ouais? Vas-y, raconte. Alors, moi j'ai fait des vidéos qu'on ramenait des haters, tu vois, parce que j'ai fait des vidéos. Ma première vidéo qui a un peu pété sur YouTube, c'était une sur le Poutine, juste après l'invasion de l'Ukraine, là, où j'ai fait une vidéo sur pourquoi c'est impossible de négocier avec Vladimir Poutine. Et en fait, c'est les Russes qui t'ont un peu attaqué ou bien? Non, c'est en Afrique. Il y a une communauté africaine qui est méga fan de Poutine et je me suis fait. Si, je te jure. J'ai découvert ça
Et justement, avec un pote à moi qui est très pro sur YouTube et tout ça, qui m'a dit, en fait, il y a plein de gens d'Afrique qui ont commenté, mais il y en a qui sont très pro-Poutine. Mais ça avait fait une histoire. Donc là, j'ai commencé à avoir vraiment beaucoup de visibilité et beaucoup de gens qui crachaient Les sur ce que je commentaires, disais. c'était et tout. quoi? Genre, ouais, t'as aucune idée? Ouais, C'était c'est quoi? ça. Ok. Tu peux pas te permettre de critiquer ce gars. T'es qui pour critiquer ce mec et tout. Ok. Donc il y a eu ça. T'as répondu? Tu réponds pas? Non, ça dépend. Ouais, Non, je ouais. réponds pas. Ok. Non. Et puis, et au début, franchement, ça touche quand même. On peut pas se mentir. Ouais, Je veux dire, et puis, là, l'autre exemple récent que j'ai eu, c'est le reportage M6. Ils ont cuté ça, ils ont fait un reel sur Insta qui a vachement tourné. Il y a eu 300 ou 400 000 vues, un truc comme ça. Ok, mais c'est quelqu'un qui a pris... C'est M6, non, c'est M6. Ah, ok. M6 sur leur truc M6 Mag ou un truc comme ça. Et en fait, sur le reel, donc, il a vraiment bien marché, donc beaucoup de vues, énormément de partages, de likes et tout. Donc en fait, tu peux te dire, il y a quand même 3-4 000 personnes qui ont liké et tout. Stylé, ouais. Mais tu as quand même 100 personnes qui ont dit, c'est qui ce mec, je voudrais pas être sa femme, c'est qui ce gros radin et tout. Ah ouais. Et indirectement, il y a eu un soir où j'ai dit à ma chérie, putain, c'est fou, parce que ça me touche quand même. Ouais. Et surtout, en fait, je m'arrête sur 50 ou 100 gars un peu aigris sur ma vidéo, mais en fait, t'en as quand même 2500 4000 qui ont ouais, partagé, qui ont ouais. liké et tout ça. Et Ouais. tu vois, même toi, je t'ai dit, ça me fait passer pour un radin. Tu as dit, non, moi, je l'ai vu, le reportage, je Ouais. l'ai trouvé stylé et tout. Ouais. Et en fait, le problème des haters, c'est que si tu leur laisses trop de place, un gars qui a pas kiffé ta vidéo va te flinguer les 100 commentaires positifs que tu as eu. Donc au bout d'un moment, moi, je réponds plus. Sur LinkedIn, pareil, il y a une espèce de police du LinkedIn qui dit que on doit faire ça, on doit pas faire ça et tout ça. Donc moi, au bout d'un moment, les gens... Moi, en fait, je me dis, LinkedIn, maintenant, c'est ma vitrine de ce que je fais. Si les gens, ils aiment pas, ils passent leur chemin. Donc, tu les bloques? Ouais, au bout d'un moment, des fois, je bloque. Ouais, moi Mais aussi, j'en ai j'avais très fait ça. peu. J'en ai très peu. Ouais. Mais oui, quand tu commences à avoir une rien à faire visibilité... d'autre. mais ça arrive. Et ça, c'est aussi un truc qui fait peur aux gens. Et notamment, je sais que les femmes aussi, quand tu es une femme, te montrer sur les réseaux, c'est aussi beaucoup de remarques sur le physique, beaucoup de trucs très sexualisés et tout. Et moi, j'ai des potes femmes qui sont sur les réseaux. Et ouais, en fait, elles hésitent toujours à poster une photo parce que mince, elles sont en jupe. Donc, est-ce qu'elles vont avoir le vieux gars de 60 ans qui fait un commentaire hyper malsain, ou est-ce qu'elles vont avoir des critères, des commentaires de c'est facile de réussir sur les réseaux aujourd'hui, il suffit de mettre un décolleté et tout. Tu vois, nous, on est des hommes, donc on n'a pas ce truc-là. Non. Mais les réseaux, c'est ça. C'est aussi accepter cette visibilité-là. Ouais, du coup, comment tu fais pour passer justement sur ces commentaires négatifs? Ça te prend quand même au cœur. À un moment donné, tu fais quoi? Tu fais de l'introspection? Alors, moi, j'ai un pote qui est très spécialisé dans YouTube qui m'avait donné un jour un commentaire qui, lui, mettait, que maintenant je copie-colle. Je dis en mode, waouh, t'as dû tellement passer une mauvaise journée pour prendre la peine de mettre un commentaire aussi négatif. Écoute, j'espère que ça ira mieux pour toi demain. Bonne journée, tu vois. Stylé. Et en fait, tu rentres pas dans son jeu. Parce qu'en fait, c'est des gens. Déjà, tu faut pas débattre avec eux parce qu'en fait, ça, c'est sans fin. Le gars est derrière son écran et tout. Ça m'est déjà arrivé des fois de me dire, écoute, il y a son nom, vas-y, je vais trouver son numéro de téléphone. Je l'appelle pour dire, écoute, viens, on discute parce que c'est facile derrière les écrans, mais là, il y a un moment. En plus, tu mesures quand même 2 mètres. Non, mais pas physiquement de l'intimidation, mais je trouve qu'il y a plein de gens qui derrière les écrans, font les shows, tu vois. Et en vrai, si tu l'appelles en disant mais attends, j'ai pas compris pourquoi tu dis ça, pourquoi tu te permets de dire ça publiquement et tout ça, il va te dire non, mais attends, là, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Et même des fois, moi, ça m'est arrivé un commentaire extrêmement négatif. Je réponds et le gars dit oh, mais je pensais pas que t'allais répondre. Non, mais franchement, elle est bien ta vidéo et tout ça. Et en fait, le gars revient dessus. Mais parce qu'en fait, il y a ce truc un peu. Les réseaux sur les sociaux, réseaux sociaux, il y a ce truc de prouveur, de vouloir faire le commentaire qui va le plus buzzer, de tout ça. Je sais pas si tu as vu un peu sur les réseaux, des fois il y a des vidéos. Genre, j'ai vu une dernièrement, c'était un mec qui en fait, il retrouvait les haters de Caris, le rappeur. Et puis en fait, ils lui disent au gars, ouais, alors Caris, machin, ouais, il est pourri, etc. Puis Caris, il est derrière. Puis il arrive. Ouais, non, mais en fait, je voulais pas dire que c'était pourri, mais c'est pas une musique que j'aime. Et en fait, c'est exactement ça. Les réseaux sociaux, je dis toujours, c'est un film. Ça veut dire que c'est pas du tout la réalité. Des fois, même les personnes qui écrivent des commentaires, je pense que même elles se rendent même pas compte de ce qu'elles peuvent faire comme mal aux personnes qu'elles envoient. Alors des fois, quand c'est le physique. Là, j'ai vu une nana qui disait justement sur les réseaux, putain, pourquoi vous m'agressez? Je veux juste montrer qu'on peut s'habiller bien quand on est un peu forte, etc. La pauvre, elle avait ramassé, laisse tomber, grosse vache, machin. Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que ça te sert? Passe la vidéo, regarde pas, ça t'intéresse pas, passe à autre chose. Et même moi, des fois, je réponds des fois, mais passe à autre chose. Regarde pas la vidéo. Pourquoi tu lâches un commentaire? T'as perdu du temps, dans ta vie, ça te sert à rien. Mais après, chacun a son rapport aux réseaux sociaux. Et moi, je sais que par exemple, LinkedIn. Comme je publie beaucoup sur LinkedIn, parce que je publie tous les jours, j'ai beaucoup de gens de mon entourage proche, tu vois, des potes, des gens que je vois au volet et tout, qui m'ont dit mais Fred, j'en peux plus de voir tes posts, t'es partout sur mon LinkedIn et tout. J'ai dit mais écoute, je comprends,
mais désabonne-toi, je le prendrais pas mal, tu vois. Ouais. Aujourd'hui, je vais pas de vente de produits, t'es pas dans ma cible, donc c'est cool de me suivre. Mais si ça te saoule, oui, moi aussi ça me saoulerait. Un gars qui tous les jours poste un truc, ouais, sauf que moi c'est mon cœur de métier, c'est mon business. Grâce à ces posts, j'ai des clients qui arrivent, donc. Mais ouais, j'ai même des potes, j'ai même des gens qui des fois m'écrivent, je me désabonne parce que, puis ils me donnent des critères. Je leur dis, bah écoutez, très bien, pas de souci, je comprends. Moi, je dis toujours la même phrase aux gens. Je dis, t'inquiète pas, je me saoule moi-même quand je me regarde. Donc, moi aussi, je suis sur le réseau. Moi aussi, donc des fois, je tombe sur mes vidéos. Même moi, je me saoule. Je passe à autre chose. Donc, fais la même chose. Passe à autre chose. Moi, voilà. Mais après, de là à prendre la peine de prendre ton téléphone, aller sur le truc, commenter, mettre un truc négatif, je dis, ouais, franchement, passe ton chemin. Tu vois, Après, t'as quand même aussi beaucoup de commentaires positifs. Ouais. Ouais, moi j'en ai plein aussi. Ça me donne plus envie encore. Bah moi, le truc que je trouve hyper chouette, c'est que justement, j'ai des vidéos qui ont vraiment aidé les gens très concrètement. Donc tu vois, moi j'ai fait des vidéos sur des négociations de contrats, sur comment quitter son job en négociant son départ et tout, et où j'ai vraiment des gens avec des commentaires qui me disent grâce à cette vidéo ou grâce à cette série de vidéos, j'ai réussi à me lancer dans l'entrepreneuriat avec un super chèque de mon patron, merci Fred et tout. Donc ça, c'est vraiment hyper stylé. Même les gens qui apprécient ton travail, un travail bien fait en disant super vidéo, je l'ai partagé autour de moi et tout. Donc ça, c'est... Ouais. Et je te dis, ce qui est difficile, c'est que le cerveau humain, je crois, se concentre quand même vachement plus sur le négatif. Donc des fois, tu vas bloquer sur 3 commentaires négatifs alors que tu en as 100 hyper positifs. Donc tu vois quand même la différence entre l'avant-après réseau ou pas? Bah, de toute façon, ouais, moi, je vends quasiment que par les réseaux. Après c'est les réseaux aussi, même si je vends pas par les réseaux, ça permet... Il y a des gens qui découvrent qui comprennent ce que je fais grâce au réseau. C'est-à-dire que moi, j'ai aussi des gens de mon entourage ancien, par exemple des gens avec qui j'ai bossé chez L'Oréal il y a 10-15 ans, des gens de ma famille ou de mon ex-belle-famille ou des trucs comme ça qui des fois me recontactent. Hello Fred, j'ai vu ce que tu faisais sur les réseaux, j'ai repris tel service dans une boîte, je voudrais former mes équipes, viens me former. Et en fait, là j'ai eu un cas, je pense que ça faisait 8 ans ou 10 ans que je ne lui avais pas parlé. Et en fait, le mec me suit, a vu mes contenus, il a vu que je donnais des formations, il a vu que j'étais bon en égo, et donc le jour où il se dit je vais donner une formation en égo à mes équipes, il pense direct à moi. Et en fait, il passe pas par le côté je demande 3 devis, tout ça. Il se dit non, je veux bosser avec Fred. Et donc les réseaux, en fait, ça permet, au-delà de juste convaincre des clients et tout, ça permet de garder une présence et de rentrer dans la tête des gens pour que le jour où ils ont besoin... C'est une graine que tu plantes, en fait. C'est ça. Et que ça fasse directement le fait de dire tiens, j'ai besoin de progresser en vente, en objection. Bah, y a ce gars, Fred, là, que j'ai vu sur les réseaux. Puis moi, je partage beaucoup ma vie perso, tu vois, les trajets en train que je fais, les entraînements de volley, le sport, les enfants, les trucs comme ça. Je partage pas des photos de mes enfants, mais je partage tu vois, la difficulté d'être papa de 4 enfants, le fait d'être entrepreneur. La vraie vie, papa, quoi. Voilà. Mais du coup, les gens aiment bien parce qu'ils se disent bah, c'est pas juste un gars de Dubaï tu vois, en costard-cravate qui veut me vendre un truc bizarre. C'est un mec de la vraie vie, tu vois. C'est un gars qui a des cheveux blancs, qui des fois fait des photos un peu à l'arrache, un peu floues. Et donc, du coup, ouais, j'ai plus des clients. Il y a de l'authenticité aussi, c'est ça aussi. Bah, après, c'est pas. Je le fais naturellement, mais les gens viennent en me disant ça. Et par exemple, tu vois, je vois que j'ai beaucoup de clients, c'est des parents. Parce que, en tant que parent, ils se reconnaissent. Voilà. Et puis, t'as plutôt envie de travailler avec des gens qui comprennent que tu peux annuler un rendez-vous en dernière minute parce que tu as eu une otite d'un gamin la nuit, puis du coup, tu es aux urgences. C'est clair. Donc, en fait, les gens, je sais pas, moi, ça me permet vraiment de mettre un peu public une image de qui je suis. Là, on parle beaucoup de personal branding, donc moi je me suis jamais creusé trop la question, mais en gros j'ai dit bah ok, je vais raconter ce que je fais, et puis en fait les gens au bout d'un moment ils te découvrent déjà, quoi, ils te connaissent déjà un peu. Après c'est un peu flippant parce que des fois tu rencontres des gens dans la rue puis ils disent ah je t'ai vu sur LinkedIn, stylé, tout ça, mais du coup ils savent déjà plein de trucs sur toi, alors que toi tu connais rien d'eux, tu vois. C'est vrai que ça fait bizarre les premières fois. Mais au moins quand ils viennent bosser avec toi, ils savent ce que tu fais, ils savent comment tu peux les aider, et c'est beaucoup plus facile, quoi. Bon, puis pour conclure un peu ce podcast qui était quand même hyper cool, quel conseil tu pourrais donner aujourd'hui à des personnes qui souhaitent se lancer justement dans les vidéos, sur les réseaux, etc. Si toi qui as quand même quelques années maintenant, plus d'expérience que moi, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil? Alors, je dirais que c'est possible de le faire à côté de son job salarié. Moi, je l'ai fait à côté du job salarié. En gros, faut pas attendre le moment idéal. Après, faut pas... J'ai toujours fait, c'est mieux que parfait. Donc, c'est bien de faire une vidéo et de la poster. Mais elle sera pas parfaite. Et normalement, si tout va bien, tu publies une vidéo, tu la regardes dans un an, tu en auras honte de cette vidéo-là. Parce qu'elle était pas bien, elle était mal cadrée. Moi, les premières vidéos, elles sont un peu cringe, tu vois. Je suis comme ça, cadré avec le menton comme ça, c'est à moitié flou et tout. Donc, mais pour moi, c'est normal. Donc, faut accepter ce truc-là.
Je pense qu'aussi, il y a de la place encore, parce qu'il y a plein de gens qui se disent il y a déjà trop de contenu, il y a déjà trop. Il n'y a pas longtemps, j'ai discuté avec un coach sportif ou un préparateur mental, un peu coach sportif, préparateur mental. Et il me dit ouais, mais il y a déjà tellement de gens sur les réseaux. Je dis oui, certes, mais des gens qui ont ton expérience, ton vécu, ce que toi, tu as vécu et tout, il n'y en a pas beaucoup. Donc si tu racontes, c'est sûr que si tu racontes que des trucs standards, basiques, les 3 aliments à éviter pour maigrir, bon bah ok, on sait qu'il faut éviter le sucre, tel truc. Ça, mais il ok. faut quand même faire ces vidéos aussi. Un peu, voilà. Mais par contre, c'est mieux si tu dis par exemple ce que les papas de 40 ans devraient éviter pour rester en forme et jouer avec leurs gamins. Ouais. Du coup, tu parles que aux papas de 40 ans qui jouent avec leurs gamins. Et du coup, ça va plus leur parler. Et tu vas te différencier de juste un mec standard qui fait des vidéos ou d'un Thibaut InShape qui fait des vidéos comme ça. Et après, je pense que ce qui est important, c'est de se dire qu'est-ce que tu fais naturellement ou en quoi tu es bon naturellement. En quoi tu peux aider les gens. Si tu es bon naturellement pour je sais pas, jongler avec des coquilles d'œufs, c'est super, mais tu vas pas faire un business avec le jonglage de coquilles d'œufs, tu vois. Mais est-ce que tu as une compétence facile qui peut aider les gens? Et franchement, moi je suis convaincu que tout le monde a une compétence. Je veux dire, j'ai vu des gens qui faisaient des gros business avec du crochet, avec du jardinage, avec des conseils de peinture, avec des conseils de rangement de garage, donc en fait, quelle compétence tu as qui peut aider les gens? Et puis après, fais des vidéos. Comment les mettre en avant? Tu fais des vidéos pour en parler. Et puis souvent, tu es surpris. D'un coup, tu as quelqu'un qui t'écrit tiens, j'aurais besoin de ton aide, comment on peut travailler ensemble et tout. Et puis, il faut tester. Et puis, il faut accepter que ça prenne du temps. Il ne faut pas mettre non plus all-in, tu vois, en disant ok, je quitte tout pour me lancer sur YouTube. Et puis, dans un an, je vis de ma chaîne YouTube parce que ça, c'est long. Je leur conseillerais aussi de ne pas penser que YouTube rapporte beaucoup d'argent parce que les vues YouTube, ça rapporte très, très peu d'argent. On peut gagner. Ça prend beaucoup de temps. Donc, mais pour moi, il faut tenter, il y a de la place, faut essayer, et puis voilà. Merci en tout cas, merci beaucoup Fred, c'était un plaisir de t'accueillir. Merci à toi. Je te souhaite que une 2026 soit encore meilleure que toutes les autres années. Et je crois que ça a plutôt bien commencé. Donc je me réjouis de te revoir dans 6 ou 8 mois quand on aura l'occasion peut-être de se reprendre un petit café. Bonne chance avec ta famille aussi. Merci beaucoup. Parce que ça, c'est le côté le plus difficile, de trouver le bon équilibre. Et puis l'entrepreneuriat à 200%, tu verras, c'est chaud. Les cheveux gris, ça sera encore plus grave. C'est ça. Bonne chance et merci en tout cas, Fred. Merci, ciao. Merci beaucoup, ciao, ciao. On arrive bientôt à la fin de cette vidéo. Maintenant, tu as 2 options. Option numéro 1, tu continues à te débrouiller tout seul. Option numéro 2, tu décides de te faire accompagner par des experts pour éviter de te faire perdre du temps et perdre de l'argent. Fais le bon choix et clique sur le lien en description de cette vidéo.